Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les bases d'Unreal Engine. Ce tuto s'adresse aux débutants qui s'intéressent à la création de jeux vidéo et qui n'ont jamais touché au logiciel. On va donc voir comment l'installer, découvrir l'interface, placer les objets 3D, créer des matériaux ou encore découvrir les fameux blueprints. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëtan et je crée des jeux sur Unreal Engine et je partage notamment mes créations sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des bonnes bases pour utiliser Unreal. Et ensuite, il y aura d'autres vidéos sur la création de blueprints simple et avancé, et sur la création de jeux. Mais commençons par le début. Pour utiliser Unreal Engine, on passe par un logiciel qui s'appelle l'Epic Game Launcher. C'est le même launcher que pour les jeux Epic, mais c'est aussi là que se trouve Unreal Engine. Pour installer Unreal Engine, c'est très simple. Tu vas aller sur le lien que j'ai mis dans la description, ça t'amène sur cette page, tu as juste à faire télécharger le lanceur, et ça va te télécharger l'Epic Game Launcher. Une fois que le fichier est téléchargé, tu cliques dessus, ça te lance l'installateur, tu cliques sur installer, ça va t'installer le logiciel. Une fois que c'est fait, tu lances l'Epic Game Launcher. Quand tu lances le launcher pour la première fois, on va te demander de créer un compte Epic Game. Tu le crées et ensuite tu devras arriver sur une page comme ça. Là, tu peux voir tous les jeux disponibles sur l'Epic Game Store à l'achat, les jeux que tu possèdes déjà, et juste en dessous, on a un onglet Unreal Engine. Si c'est la première fois que tu l'ouvres, normalement ici, ce sera beaucoup plus vide. Et ce qui va nous intéresser, c'est à droite, où toi, normalement, tu devras avoir installé le moteur si tu n'as jamais installé le moteur. Moi, comme tu vois, il y a déjà plein de versions. Tu cliques sur installer le moteur. Quand tu cliques dessus, ça devrait te proposer ici d'installer la version que tu souhaites. On va travailler sur la dernière. À date de cette vidéo, on est sur celle que j'ai installée juste ici, qui est la 5.7.1. Si tu n'as pas exactement la même version, pas de panique. Pour t'expliquer, le 5, c'est la version principale du moteur. Donc tu connais peut-être Unreal Engine 4. Maintenant, on est sur Unreal Engine 5 depuis environ 3 ans. Le deuxième chiffre, c'est la sous-version. À savoir, ils changent de chiffre quand ils font des mises à jour majeures qui apportent des fonctionnalités vraiment nouvelles. Et le dernier chiffre est pas vraiment important. C'est surtout qu'ils changent de version quand il y a eu des bugs qui ont été résolus, etc. Mais il n'y a aucune nouvelle fonctionnalité qui a été installée. Donc tu installes la version 5.7. Si ça te demande d'installer des choses supplémentaires qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement d'Unreal, tu mets oui. Et une fois que tout ça c'est fait, tu vas pouvoir cliquer sur lancer Unreal Engine. Ça peut prendre un moment à lancer la première fois, pas de panique, ça ira plus vite les fois suivantes, et tu devrais arriver sur cette page. Donc on clique sur créer un nouveau projet et on arrive ici. Ça te présente les différentes choses qui sont possibles dans Unreal, donc les jeux, mais aussi les films, l'architecture, l'automobile et le design produit, ou encore la simulation. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les jeux. Et toutes les cases que tu vois ici, en fait, c'est les templates qui sont disponibles. Un template d'intro, un template entièrement vide, mais aussi les templates première personne, troisième personne, top-down, réalité virtuelle et véhicule. Un template, c'est juste quelque chose où on te met des fonctionnalités déjà en place afin de faciliter le développement de ton jeu. Si tu sais que tu veux faire quelque chose à la première personne, tu peux partir de ça. C'est simplement une base où il y aura déjà une caméra en place, un personnage en place, une voiture si tu veux faire un véhicule. C'est juste des choses que tu peux refaire toi-même dans tous les cas, mais qui sont disponibles pour te permettre d'aller plus vite. Nous, on va partir sur quelque chose d'entièrement vide. Donc tu cliques sur blanc, ça te propose le projet en Blueprint ou en C++, nous on choisit Blueprint. Target Platform, c'est simplement est-ce que tu développes sur desktop, donc PC ou mobile? Nous on laisse sur desktop. Quality Preset, de base il est sur maximum, ça veut simplement dire que toutes les fonctionnalités qui peuvent être un petit peu gourmandes, à savoir Lumen et autres, sont activées. Si tu as une config qui est un petit peu plus légère, tu peux mettre Scalable. Sache que ça change absolument rien au fonctionnement du jeu, au fonctionnement des blueprints, c'est purement visuel et quelles fonctionnalités sont activées ou non. On va le laisser de base comme il était par défaut, sur maximum. Ça te propose ensuite de créer un nom de projet. Là aussi, tu auras la location, donc où se trouve ton projet. Moi, ils sont dans mon disque C et Unreal Project. On lui donne un nom, mon premier tuto, vous l'appelez comme vous voulez. On clique sur Create. Donc là, normalement, ça va fermer le launcher et vraiment lancer le logiciel. Pareil, si c'est la première fois que tu lances, ça peut mettre un peu de temps. Tu peux avoir une compilation de shaders qui s'affiche juste ici et ça peut prendre assez longtemps. Ça peut prendre quelques minutes, à quelques dizaines de minutes des fois.
Mais encore une fois, ça n'aura pas lieu tout le temps, c'est plutôt la première fois que tu le fais. Et là, tu te retrouves vraiment sur le logiciel Unreal Engine. Avant toute chose, on va devoir changer une chose et parler d'un sujet. Le logiciel est en anglais et on va le laisser en anglais. Je déconseille fortement de passer le logiciel en français. C'est quelque chose de possible. Tu peux aller ici dans Edit, Editor Preference, et si tu tapes langue, tu vois qu'Unreal est en anglais. Tu peux le passer dans une autre langue, mais sache que ça va plus te compliquer la vie qu'autre chose parce que, je pense sans exagérer, 99% des ressources disponibles en ligne ont Unreal qui est mis en anglais. Les forums d'aide auront Unreal en anglais. Si tu cherches à résoudre un problème, les réponses seront toujours avec l'éditeur en anglais. Et c'est vraiment pas très compliqué, c'est juste des mots à comprendre, et avec le temps, on les comprend. Les choses qu'il faut qu'on change par contre, c'est 2 touches sur notre clavier. Le logiciel étant américain, il est basé sur un clavier QWERTY, là où en France on utilise un clavier AZERTY. Pour changer ça, on va taper Viewport Navigation, ça nous amène ici, et on va juste devoir changer quelques touches. Backward, donc reculer, on laisse sur S, c'est OK. Forward, avancer, on va mettre sur Z. Left, on va mettre sur Q. Et right, donc droite, on va mettre sur D. C'est pour bien avoir les touches ZQSD comme tu pourrais avoir dans un jeu vidéo, basées sur notre clavier français. Une fois que c'est fait, on ferme. Ce que tu vois en face de toi, c'est le viewport. Le viewport contient des niveaux, et ces niveaux sont plus ou moins la représentation 3D de ton jeu. On va créer un nouveau niveau. Pour ça, on va aller dans File, New Level. On va faire Nouveau niveau, donc l'Open World, qui est celui-ci, l'Empty Open World, le Basic et l'Empty Level. On va prendre le Basic. On clique dessus, on clique sur Create. Ça nous amène ici. Donc là, on est dans un nouveau niveau. Si tu as la souris au niveau du viewport, où tu vois là la petite croix, et que tu maintiens clic droit, tu vas pouvoir tourner la caméra comme si tu tournais la tête dans un jeu en première personne. Si tout en maintenant ce clic droit appuyé, maintenant tu appuies sur les touches ZQSD, tu vois que tu te déplaces. Vraiment comme si tu étais dans un jeu vidéo. La combinaison de la rotation avec le clic droit et les touches ZQSD te permet d'avancer dans le niveau et de te déplacer dans le viewport. Si tu appuies maintenant, en restant toujours appuyé sur le clic droit, et en te déplaçant avec les touches, si tu fais aller la molette vers le bas plusieurs fois, tu vois qu'on ralentit. Et à l'inverse, si tu la fais aller plusieurs fois vers le haut, tu vois qu'on accélère. En fait, ça, c'est juste la vitesse de la caméra, et tu vois, ce chiffre, il est aussi disponible ici. Par exemple, si je mets une vitesse de 2, on va à une certaine vitesse, et si je touche à la molette, tu vois que le chiffre change. Là, je le descends à 1, puis à quasiment 0. Et à l'inverse, quand je fais molette haut, ce chiffre augmente. Si tu maintiens juste clic gauche et que tu te déplaces, tu vois que tu peux bouger et tourner, mais sur un axe qui ne change pas en hauteur. Tu ne peux pas te pencher ou tourner la tête vers le bas ou vers le haut. C'est comme si tu étais sur un sol invisible, mais tu peux quand même te déplacer. Si tu tiens clic gauche et clic droit en même temps, c'est l'inverse. C'est comme si tu étais face à un mur et que tu pouvais pas passer au travers. Maintenant, si tu appuies sur la touche Alt et clic gauche, tu vois que tu tournes. Ça permet en fait de tourner la caméra autour d'un point de pivot. C'est super pratique par exemple quand on a besoin de regarder un objet et de tourner autour d'un objet. Si tu maintiens clic droit et Alt enfoncé, ça permet d'avancer et de reculer. Et la combinaison de toutes ces touches, donc clic droit enfoncé, ZQSD, Alt clic gauche et Alt clic droit, te permet de vraiment te balader avec facilité dans le viewport. Si ça te paraît un peu difficile là, c'est juste un coup à prendre, et après ça devient vraiment naturel. Maintenant, on va essayer d'ajouter un objet, parce que là, pour l'instant, notre niveau est un petit peu vide. Pour ajouter les objets, ça se passe ici. Tu appuies sur le petit plus, et là, tu vois tous les objets qu'il est possible de mettre dans un niveau. Nous, on va aller dans Shapes, et prendre un cube. Tu cliques gauche, tu maintiens, et tu peux le lâcher dans le niveau. Là, normalement, tu vois qu'il est sélectionné. On reconnaît un objet sélectionné parce qu'il a le petit
liseré orange qui est là. Et tu vois aussi que quelque chose a changé sur la droite. On a notre cube qui est en surbrillance. Cette partie-ci, ça s'appelle l'outliner. L'outliner, c'est la liste de tous les éléments qui sont disponibles dans la scène. Donc là, on a par exemple tous les éléments qui constituent notre lighting, comme notre soleil, le brouillard, l'atmosphère, le ciel, etc. On a notre sol, qui est ici, et on a notre petit cube. Maintenant, tu vas apprendre une autre touche qui est super pratique, qui est la touche F. La touche F, elle permet de te centrer sur un objet. Que tu le sélectionnes dans le viewport ou dans l'outliner, l'un sélectionne forcément l'autre. Tu appuies sur la touche F et ça va automatiquement te recentrer sur l'objet. Si tu t'es perdu dans le viewport, eh bien, tu as juste par exemple à sélectionner le sol, tu appuies sur F, ça va te recentrer immédiatement sur le sol. Et comme on a vu juste avant, si par exemple tu veux tourner autour, tu appuies sur Alt et clic gauche, et tu peux tourner autour de ton objet. On peut faire la même chose avec le cube. Alt clic droit, je dézoome un petit peu. Alt clic gauche, je tourne autour de l'objet. Tu peux voir aussi en bas à droite un autre panneau qui s'appelle le panneau de détail. Le panneau de détail, ça va être en fait toutes les informations sur l'objet qui est dans la scène. Donc là, on a par exemple ses transformes. Transform, c'est ses coordonnées, sa rotation ou encore sa taille, le modèle 3D qu'il utilise ou encore les matériaux qui lui sont attribués. Et tu vois que ça change en fonction de l'objet que je sélectionne. Si jamais par erreur, tu fermes ces fenêtres, tout est toujours disponible ici. Donc l'outliner qu'on avait, le panneau de détail qu'on avait également, et on en avait un troisième que je ne vous ai pas présenté, qui est le World Setting, qu'on verra un petit peu plus tard. Il n'est pas spécialement important pour le moment. Toutes ces fenêtres peuvent aussi être déplacées. Si je maintiens appuyé, tu vois que je peux les mettre à différents endroits. Si pareil, tu te trompes et que tu fais quelque chose comme ça et que c'est pas ce que tu voulais, tu peux récupérer ce que tu avais en allant dans Windows. Le layout, en gros, c'est la manière dont sont disposées les fenêtres. Tu as juste à recharger dans Load Layout les Photilter Layout et ça va revenir comme c'était à la base. Pour masquer les petites icônes ici qui ne servent à rien, on peut appuyer sur la touche G. En fait, G, ça permet de masquer les icônes qui ne seront pas visibles ensuite dans le jeu. Maintenant, on va s'intéresser aux transforms et comment manipuler un objet 3D. Si je clique sur notre objet, tu peux voir ici en haut qu'on a différents modes. Donc il y a le mode sélection, raccourci touche Q, qui permet simplement de sélectionner un objet. Il est surligné en orange. Ici, le mode translate, raccourci touche W, qui permet de déplacer l'objet sur différents axes. Le mode rotate, qui permet de faire tourner l'objet. Et le mode scale, qui permet de le faire grossir ou rapetisser, que ce soit de manière uniforme ou non. Si tu veux annuler une action comme dans beaucoup de logiciels, tu fais CTRL-Z. Tu peux voir aussi ici ces petites icônes qui sont en bleu, avec des chiffres à côté. Ça, c'est simplement en fait pour contraindre les différents modes de rotation à ce qui s'appelle les incrémentations. Donc là, par exemple, tu vois, on a donc à chaque fois ça fonctionne par 3. Donc on a Translate, Rotate et Scale. Le Translate a un petit chiffre de 10. Ça veut dire qu'il ne se déplace que de 10 unités en 10 unités quand c'est bleu et coché comme ça. Et on peut changer les unités. Donc là, par exemple, je vais le mettre à 100. Une unité égale 1 cm. Donc là, tu vas le voir que notre cube va se déplacer d'1 mètre en 1 mètre. Si je désactive ça, on peut déplacer notre cube de manière très précise et très fluide parce qu'on n'est plus contraint à respecter les 100 cm ou par exemple, on va mettre ici 50 et on repasse à 10.
Alors tu vas me dire pourquoi on utiliserait ça? Bah, ça permet de faire des fois des choses qui sont plus rapides. Par exemple, si je veux, admettons, un système à la Minecraft, et ben, je suis bien content de pouvoir déplacer mes cubes d'1 mètre en 1 mètre, parce que comme tu vois, ça respecte parfaitement la grille au sol. Ça évite de faire des erreurs. Ça permet de coller des objets parfaitement s'ils ont une taille qui est similaire ou autre. On a la même chose avec les rotate. Donc ici, si j'appuie sur la touche pour rotate, je le fais tourner de 10 en 10. Et si je désactive, on se met à tourner de manière super précise. Pour les scales, c'est la même chose. Là, tu peux remarquer que notre axe est droit alors que notre objet est complètement incliné. J'attire ton attention sur cette petite icône ici, qui permet de basculer d'un mode global à un mode local. Le mode global, c'est ce qu'on a ici, symbolisé par la planète. Ça veut dire que peu importe comment est tourné ton objet, ces axes seront toujours ceux du monde. Donc l'axe bleu sera toujours vers le haut, l'axe rouge toujours orienté de son côté, même chose pour l'axe vert. Par contre, si j'appuie une fois et que je passe en mode local, symbolisé par le petit cube, là tu vois que l'axe bleu, il est, pour ce qui est considéré comme ici, le haut de l'objet. L'objet est donc tourné dans ce sens-là, donc pour lui, c'est comme si ta tête, elle était ici, et le haut était là-bas. Mais dans le vrai monde, le haut, c'est bien celui-ci. Pourquoi on utiliserait ça? Bah, en fait, ça peut être super pratique si on a besoin de faire des déplacements qui soient précis dans le monde, ou à l'inverse, de respecter la direction dans laquelle un objet a besoin d'aller. Si tu veux basculer d'un mode à l'autre, tu as les raccourcis que tu peux voir ici si tu passes ta souris, donc W, E, R, ils sont aussi marqués ici, et tu peux également appuyer sur la touche espace pour passer de l'un à l'autre. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on a manipulé notre objet, à droite, il y a des choses qui ont changé ici. Dans le panneau de détail, donc ce qui caractérise notre objet, la location, donc sa position, rotation, donc sa rotation, et le scale, sa taille. En fait, ce qu'on voit ici, c'est les différentes valeurs qui le caractérisent. Donc où est-ce qu'il se trouve dans le monde? Là, par exemple, notre cube se trouve environ en 36, moins 149 et 73. C'est vraiment des coordonnées. Si je les mets à 0, sur F pour recentrer, tu vois que notre objet s'est déplacé et il est maintenant à la position 0, 0, 0 dans le monde, dans l'espace 3D. Si je le redéplace, tu vois que là, je l'ai déplacé sur l'axe Y. Il a changé, il est maintenant à la position 190 sur l'axe Y. Même chose avec la rotation. Si je le fais tourner, tu vois que sa rotation change. Je peux remettre à 0 manuellement, ou je peux appuyer sur la petite flèche ici qui remet toutes les valeurs à 0. On peut faire la même chose pour le scale. On le remet à sa taille normale. Maintenant, on va dupliquer ce cube. Comment on fait? On peut faire le classique CTRL-C, CTRL-V, où tu vois que là, maintenant, on a un cube 2 qui est apparu. Si je le déplace, tu vois qu'on a bien, maintenant, 2 cubes. Une autre manière de faire aussi, c'est le raccourci CTRL-D. On a un troisième cube qui s'est créé. Et une autre manière de faire encore est d'appuyer sur la touche Alt. Tu tires un axe et ça crée là aussi une copie. Tu vois maintenant qu'on a 4 cubes. Le cube 2, le cube 3, le cube 4. Si tu veux renommer un élément, par exemple de l'outliner, admettons tu veux que notre cube s'appelle cube 1. Tu as juste à sélectionner, tu appuies sur F2, et là tu peux renommer ton cube. J'ajoute un 1, il devient cube 1. Il faut savoir que ces cubes sont vraiment indépendants les uns des autres. Donc je peux, par exemple, les tourner un peu dans tous les sens, les déplacer. C'est ce qu'on appelle des instances. Donc ils sont tous issus
du même cube ici, qui est ce qui s'appelle un static mesh, donc un modèle 3D, mais une fois dans le monde, c'est vraiment des entités indépendantes. Ils peuvent avoir chacun leur matériau, être orientés ou positionnés comme ils veulent dans le monde, ils sont totalement indépendants les uns des autres. Maintenant qu'on a vu comment manipuler un petit peu les objets, on va s'intéresser aux fichiers et à l'organisation de ces fichiers. On va cliquer ici, sur ce qui s'appelle le Content Drawer. Le Content Drawer, en fait, c'est là où vont être absolument tous tes fichiers. Tous les fichiers de ton projet, les modèles 3D, les sons, les blueprints, les vidéos, les images, les textures, absolument tout sera ici. Là, il est vide parce qu'on n'a absolument rien mis et, comme je te rappelle, on a commencé avec un projet vierge. Mais si je fais clic droit, tu vois que là, il y a plein de choses qui sont possibles. On peut importer des choses, on peut créer des blueprints, des animations, de l'audio. C'est ici qu'on va pouvoir tout créer. Nous, on va par exemple créer un dossier qu'on va appeler asset. Et si je vais dans Windows et que je vais là où se trouve mon projet Unreal, donc moi je les ai mis dans le disque C, Unreal Projects et notre projet, mon premier tuto, tu vois vraiment que c'est la même chose. Le content ici, le content ici, on retrouve vraiment le dossier asset que je viens de créer, le dossier asset que je viens de créer. Donc vraiment, c'est ici que vont s'organiser tous les fichiers. Je clique dans ce dossier asset, et on va créer par exemple un matériel. Un matériel, c'est ce qui va nous permettre de donner une texture à notre objet. Je clique dessus, je vais l'appeler mRed pour rouge, je double-clique dessus, et là, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre, c'est simplement la création de matériaux. Donc là, tu vois qu'on a plein de petites catégories. Donc base color, métallique, specular, roughness, etc. Si tu n'es pas familier avec la 3D, c'est simplement différentes couches de textures qui suivent un workflow qui s'appelle le workflow PBR, Physical Base Rendering, et qui permet concrètement de faire des textures super réalistes, qui sont très utilisées notamment dans le cinéma, dans le jeu vidéo. Mais nous, on va pas rentrer dans le détail, on va par exemple cliquer sur cette couleur et la changer en rouge. Donc là, tu vois, ici, mon matériel a changé de couleur. Mais si j'enlève la fenêtre, donc là, tu vois, mon matériau a changé de couleur. Tu vois ici, en bas, qu'on a écrit Unsaved. Et il y a une petite étoile ici. Ça veut dire que les modifications qu'on a faites n'ont pas été enregistrées. Pour les enregistrer, il faut sauvegarder ici. Là, la petite étoile a disparu. Ça veut dire que la modification a bien été effectuée. Si je retourne dans notre Content Drawer, tu vois que maintenant, on a notre petit matériau qui est rouge. Tu peux le déplacer directement dans la scène, sur le cube, de ton choix, et tu vois ce cube qui devient rouge. Si je clique sur le cube, tu vois d'ailleurs que son matériau, maintenant, est le matériau red, là où son voisin, lui, n'a pas la même texture. On peut dupliquer ce matériau en faisant un clic droit Duplicate, ou on peut faire CTRL-D, comme on a fait tout à l'heure, et je vais l'appeler mBlue. J'ouvre le matériau, je change la couleur en bleu, je fais OK. On n'oublie pas de sauvegarder. Les changements sont effectués. Je réouvre mon Content Drawer et je vais glisser, déposer. Et j'ai maintenant un cube qui est bleu. Tu peux aussi changer les textures directement via le Details Panel. Par exemple, si je vais sur ce cube là et que je vais ici dans les materials qui sont appliqués, j'ai toute la liste des matériaux qui sont disponibles et je peux chercher notre matériau red et lui appliquer également. De la même manière, si je double-clique ici, on réouvre le matériau qu'on avait ouvert précédemment. Pour gagner du temps et ne pas recliquer ici à chaque fois, tu peux faire venir et disparaître le Content Drawer en appuyant sur CTRL espace.
On peut également, via ce content drawer, aller sur le bouton Add. Et dans le bouton Add, tu as vu là où on a créé tout à l'heure à la fois notre matériau et notre nouveau dossier, on peut récupérer les templates qu'on a laissés tout à l'heure. On peut tout à fait aller les chercher. On va par exemple, nous, prendre le template troisième personne et faire Add to Project. Maintenant, si on retourne dans notre content drawer, tu vois qu'on a plusieurs dossiers qui se sont ajoutés. On a le dossier A7 que nous on a créé. Il y a tous ces nouveaux dossiers qui sont liés au fait qu'on vient d'importer un template. Donc, je vais cliquer sur Third Person et là, on va ouvrir la map, donc qui est un level. Donc, comme on a ici, ce qu'on a ici, c'est un level. Là, on a le level lié au template troisième personne. Ça nous dit qu'on n'a pas sauvegardé notre map, parce que la map actuelle, on a fait des modifications, on l'a jamais sauvegardée. Par exemple, je vais l'appeler map underscore cube, je sauvegarde. Là, on ouvre un nouveau niveau, mais si je retourne là, que je vais dans Content, on voit que ma map avec les cubes est enregistrée. Elle est bien là. Si je l'ouvre, on va retourner sur la map avec nos cubes. Là, on est dans une nouvelle map. Du coup, la map de base du template troisième personne d'Unreal Engine 5.7. Si tu appuies sur le petit bouton Play ici, tu vas voir que on dirige un personnage. Le problème, c'est que si tu essaies de te déplacer, tu vois que c'est un peu bizarre, parce que le Z ne fait rien, et on a encore le souci avec les touches QWERTY. Alors, pour changer ça, c'est facile, tu appuies sur Échappe, ça permet de sortir de la session de jeu. On va aller sur Content Drawer, et là, en fait, pour t'expliquer un peu la manière dont ça fonctionne, dans le template Characters, en fait, ils ont mis tout ce qui est lié au personnage. Donc tu vois, par exemple, il y a le modèle 3D du personnage, ses animations diverses et variées, ses matériaux, rigs, textures, etc. Dans le dossier Third Person, on a vraiment tout ce qui touche au blueprint, donc tout ce qui est vraiment le code du jeu si on vulgarise. Et si je vais dans Input, c'est tout ce qui concerne les touches. Et nous, c'est ça qui va nous intéresser parce que, encore une fois, on a le problème d'être en QWERTY alors qu'on a un clavier AZERTY. Pour ça, on va juste aller sur le IMC Default, on double-clique, et tu déploies ici Default Kit Mapping et Mappings. Tu vois qu'on a un bouton pour sauter, qui est associé à la touche espace. Et ici, on a les touches pour se déplacer. Et on voit qu'effectivement, on a encore la touche W, alors que nous, on veut la touche Z. Et on a la touche A, alors que nous, on veut la touche Q. Je sauvegarde. Et si maintenant, je réappuie sur Play, là, tout fonctionne et je peux me déplacer avec mon personnage. Je peux sauter, courir un peu dans tous les sens. Et on est vraiment dans une session de jeu. On va maintenant regarder d'autres fonctionnalités qu'Unreal nous propose. Si je vais en haut ici, tu vois qu'on est dans le Selection Mode. Mais on peut aussi passer dans plein d'autres modes différents, le mode Landscape, Foliage, Mesh Paint, et nous on va prendre le mode Modeling. Quand je clique dessus, tu vois que ça nous ouvre un panel sur la gauche. Ce mode va nous permettre tout simplement de modéliser comme on pourrait le faire sur un logiciel comme Blender ou Maya. On va essayer de créer un petit arbre, tout simple. Pour ça, on va aller dans Create, et on va cliquer sur un cylindre. Là, tu vois, on a un cylindre qui se place dans le niveau. Je clique une fois pour le placer, et on va pouvoir ici changer ses paramètres. Donc moi, je vais mettre quelque chose de plus petit en diamètre, on va mettre par exemple 10, ou 20, 20 c'est bien. Hauteur, on va mettre 400. Radial slice, c'est le nombre de polygones qui composent les côtés. On va laisser à 16, c'est très bien.
On fait accept pour valider. Hop, et là, tu vois qu'on a un cylindre qui a été ajouté dans la scène. Ensuite, on va cliquer sur le cône. Tu vois que le cône se snap automatiquement, il colle automatiquement aux surfaces sur lesquelles il est placé. Donc nous, on va le mettre sur notre arbre. J'appuie une fois. On va modifier son radius. On va mettre par exemple 150. On va le faire un petit peu plus haut, par exemple 400. Je clique sur accepter. Et on a quelque chose qui ressemble à peu près à un petit arbre champignon. Ensuite, on va leur appliquer des matériaux. Donc pour ça, on réouvre notre Content Drawer, on retourne ici, on retourne dans Asset. On peut dupliquer, donc CTRL-D, ce qu'on avait fait sur un de nos matériaux. On l'appelle M Brown pour marron. On l'ouvre, on change la couleur en un genre de marron. Hop. OK. On valide. On enregistre bien. On va ensuite appliquer notre texture. Donc on sélectionne notre objet et on le dépose donc soit directement dessus, soit dans le slot ici. On retourne ici, on crée, on le duplique encore une fois, CTRL-D. On fait un autre matériel qu'on appelle M Green. On fait un petit matériau un petit peu vert foncé. J'enregistre. Je retourne ici et je le dépose. Et on a un magnifique sapin. Sauf que il est en deux parties. Et nous, on veut pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'un et l'autre. Pour sélectionner plusieurs objets en même temps, on va se servir de la touche Maj. Maj, ça permet, vous maintenez la touche Maj enfoncée, et ça permet de sélectionner plein de choses en même temps. Nous, on va cliquer sur le tronc, on maintient Maj, on clique ici, et là, on va faire une action en allant dans Actor, convertir les acteurs en static mesh. En fait, ça va nous permettre de combiner les deux acteurs en un seul. On clique là-dessus, on va appeler ça Tree. On va appeler ça même SM pour Static Mesh Tree. On enregistre. Et là, tu vois que maintenant, on a notre arbre qui est ici. Et si je le dépose, je peux maintenant en déposer plusieurs. Et ils sont bien en une seule partie. Mais pourquoi je vous ai fait créer un arbre? Parce qu'en fait, on va maintenant aller dans un autre mode, qui est le mode Landscape. Et le mode Landscape, ça va nous permettre en fait de créer un paysage. Si je dézoome, tu vois qu'ici on a une grande carte. Il y a plein de paramètres, mais qu'on ne va pas spécialement explorer maintenant parce que ce n'est pas le sujet. On appuie sur Create. Et là, ça nous a créé un grand sol, mais qui a la particularité de pouvoir être sculpté. Tu vois qu'à gauche, là, on a les outils qui s'appellent Sculpt, avec vraiment un icône de truelle. Et si j'appuie, si je reste appuyé sur clic gauche, je fais monter le sol. Et si j'appuie sur Maj et clic gauche, je fais descendre le sol. Donc là, tu vois, par exemple, je peux recouvrir complètement la carte. Et je peux, comme ça, sculpter le terrain, faire des montagnes, faire des dunes. Si ensuite on veut appliquer un matériau à notre terrain, c'est exactement comme on a fait tout à l'heure. On va prendre par exemple, on va recréer un nouveau matériau qu'on va appeler mGrass. Je l'ouvre, on va mettre un vert un petit peu plus clair. Un vert comme ça par exemple. J'enregistre. Et j'ai juste à, je le repasse bien en Selection Mode ici, à cliquer sur mon landscape,
Là, tu vois qu'on a sélectionné qu'une partie du landscape. En fait, le landscape, il utilise un système de proxy qui permet de charger et décharger des parties du landscape pour qu'on gagne en optimisation. Nous, on veut vraiment le landscape principal qui est ici. Tu peux l'avoir en tapant aussi landscape, et tu vois que les landscape proxy sont enfants du landscape principal. Et si on descend, tu vois que il y a un landscape material. Il y a le physical material, c'est pas celui qui nous intéresse, nous c'est le simple landscape material. Si je fais ça et que je drop notre petit material, maintenant notre monde est devenu tout vert. Si j'appuie sur play, qu'est-ce qui se passe? Mon perso n'est pas sur le terrain. Pourquoi il n'est pas sur le terrain? Parce qu'en fait, l'endroit où il spawn, il est simplement en dessous. L'endroit où spawn le personnage, c'est ce qui s'appelle le player start. On voit bien que le player start, si j'appuie sur G pour réafficher, il est en dessous. Donc on va simplement le ramener au-dessus. Maintenant, si j'appuie sur Play, notre perso est bien sur le terrain. Mais pareil, notre terrain, il est encore un petit peu vide actuellement. Pour le rendre moins vide, on va utiliser un des autres modes, qui est le mode Foliage. Et le mode Foliage, ça va nous permettre d'ajouter de la végétation ou des objets. Nous, on va ajouter les arbres, enfin l'arbre qu'on a créé juste avant. Pour faire ça, c'est super simple, je vais retourner dans le Content Drawer, je vais prendre notre SM-Tree, je le glisse ici, là où c'est marqué Foliage Type, et tu vois, ça s'allume, je le lâche. Là, ça nous demande en gros de convertir notre static mesh en foliage. C'est plus ou moins juste une conversion pour qu'il puisse utiliser l'outil foliage. On clique sur Save, OK. Là maintenant, on a notre petit arbre qui est ici. Je clique une fois dessus, on voit qu'il y a plein de paramètres. Et là, tu vois qu'on a un pinceau. Ici, on est en mode pinceau. Si je clique une fois, il y a plein d'arbres qui sont apparus. Sauf que là, il y en a beaucoup trop. Pour changer ça, en fait, il va falloir qu'on change la densité. La densité qui est à 100, on va la mettre à 2. Et je peux même grossir ici la taille du pinceau, ou la diminuer. Et je vais pouvoir peindre un petit peu partout des arbres. Si maintenant j'appuie sur Play, tu vois qu'il y a des arbres qui ont été placés un petit peu partout. On fait ça avec des arbres, mais on pourrait faire ça avec des rochers ou plein d'autres choses. Et c'est la méthode d'ailleurs qui est utilisée pour les vrais jeux, sauf qu'on serait avec des assets beaucoup plus réalistes et on prendrait beaucoup plus de temps pour le faire, mais c'est une des méthodes qui pendant longtemps a été et est encore utilisée aujourd'hui. Admettons maintenant on veut ajouter quelque chose qui ressemble à un océan. On va faire un truc très simple. On va cliquer ici, prendre un plane, on glisse le plane, et on va ici cocher le cadenas pour être sûr qu'on a un scale qui est uniforme, et on va simplement grossir le plane beaucoup. On va mettre par exemple 10 000. Donc là, on a vraiment un très grand plane. On va le descendre. Voilà, par exemple, ici. Et maintenant, on va simplement changer la couleur, par exemple, avec le bleu qu'on avait tout à l'heure. Et tu vois qu'on a créé une genre de petite île. Une île avec des arbres dans l'eau. Comment on peut corriger ça? On va dans le foliage, on va sur le bouton Erase, et on va peindre simplement ce qu'on souhaite supprimer. Tous les arbres qui sont actuellement dans l'eau. On a oublié ici et ici. Et on m'a l'air encore ici. Et ça m'a l'air bon. Et maintenant, on a notre jolie petite île
et notre personnage qui peut se déplacer, et l'eau qui est autour. Ok, on a balayé la plupart des grosses fonctionnalités d'Unreal. Maintenant, on va s'intéresser au blueprint. Donc on va retourner dans le Content Drawer et on va aller rechercher notre ancienne map. Retour avec nos cubes. Et donc, on va créer notre premier blueprint. Donc on va se mettre ici, on va faire clic droit. Pour créer un blueprint, on va ici dans Blueprint Class. On clique. Et là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, il faut comprendre une chose, la manière dont Unreal Engine fonctionne, c'est un programme orienté objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un système de hiérarchie qu'on appelle inheritance en anglais, où on a beaucoup de blueprints qui héritent de capacités de leurs parents. Par exemple, tu vois qu'ici, la classe la plus haute, c'est objet. C'est marqué, c'est la classe de base de tous les objets d'Unreal Engine. Ensuite, l'objet le plus haut qu'il est possible d'avoir, c'est l'acteur. La différence entre un objet et un acteur, c'est qu'un acteur, lui, il peut être placé dans le world, donc dans notre scène 3D. Et d'ailleurs, si tu regardes, si je ferme et que je regarde ici, par exemple, notre cube, tu vois que c'est un static mesh actor. Donc je recommence, ici, blueprint class. Et après, si on déroule, par exemple, là on nous propose les classes les plus utilisées. Un actor est un objet qui peut être placé dans le monde. Un pawn est un actor. Donc, si on regarde ici, je vais taper pawn. On voit que le pawn est bien un cran plus loin que l'actor. Il est bien fils de cet acteur. Le pawn est un acteur qui peut être contrôlé et recevoir des inputs de la part d'un contrôleur, à savoir nous le joueur. Et un caractère est un type de pawn. Donc on a déjà là le caractère qui est un fils du pawn qui est un fils de l'acteur. Et tout Unreal Engine est basé sur cette manière de fonctionner avec l'inheritance. On va par exemple nous créer un acteur, tout simple. On clique. On va l'appeler BP. La nomenclature de base est d'appeler ces blueprints BP underscore et le nom que vous voulez. On va appeler ça BP first blueprint. Je le lance. Et là, on a plusieurs choses. On voit déjà qu'on a un viewport avec les mêmes touches. Si je fais Alt et je maintiens clic gauche, je peux tourner. Les mêmes options de Translate, Scale, Snap, etc. Ici, on a un Details Panel qui est un petit peu différent de celui qu'on a vu dans le monde. On a ici ce qui s'appelle les Components. En gros, il faut voir les blueprints comme un espèce de récipient. Et on peut ajouter plein de choses à l'intérieur. Et ça va faire le blueprint que l'on souhaite. Et ensuite, on a ici tout ce qui concerne vraiment plus la logique du blueprint. Et notamment le construction script ici et l'event graph. Tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le visual scripting avec les nodes. C'est ce que tu visualises être le blueprint. On va ajouter un static mesh à notre blueprint qui est actuellement complètement vide. Comment on fait ça? On va aller sur Add et on va aller ici prendre un static mesh. On a notre static mesh, et ensuite tu vois ici que il ne s'est rien passé, normal, parce qu'on n'a pas défini de mesh. Donc on va aller à droite, dans le Details Panel, et de la même manière que dans le monde 3D, on avait sa location, rotation, scale, et tu te rappelles le type de static mesh qu'il était et son matériau, là on va choisir le type de static mesh qu'on veut. Donc on va prendre par exemple encore un cube, on va choisir celui-ci par exemple, et là tu vois, on a un cube qui est apparu. Tu vois en haut à gauche qu'il y a un petit bouton jaune qui s'appelle Compile. Compile, en fait, ça permet de valider ton blueprint et de l'enregistrer. Là, en fait, ça veut dire qu'on a fait, quand il est jaune, ça veut dire qu'on a fait des modifications et qu'on ne les a pas validées. J'appuie une fois sur Compile. Là,
Les modifications ont été prises en compte, par contre, tu vois qu'on a la petite étoile comme on avait sur le matériel, ce qui veut dire que notre blueprint n'est pas enregistré. Je peux appuyer sur CTRL S, là il est enregistré, et on peut aussi faire, par exemple, en cliquant sur les 3 petits points ici, Save on Compile, on peut choisir de le faire jamais, en Success Only, donc quand il n'y a pas d'erreur, ou Always. On va le laisser en comme ça, il faudra penser à faire des CTRL S. On clique sur notre static mesh, et on voit ici, on peut lui appliquer un matériel. On va lui prendre par exemple le green, qu'on a fait tout à l'heure, le matériel green, CTRL S pour sauvegarder, et on va maintenant passer dans le côté Event Graph. Alors, qu'est-ce que c'est le Construction Script et l'Event Graph? Les deux permettent de faire du visual scripting. La seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui s'exécute directement dans l'éditeur, et l'autre qui va s'exécuter seulement quand tu lances la partie. Donc par exemple, si on code des choses ici, toi, tu les verras directement quand tu es en mode, on va dire, créateur, et que tu édites les choses. Tu les verras se passer en direct alors que tu n'as pas appuyé sur play. Si par contre, tu codes dans l'event graph, là, tu ne verras rien. Tu ne verras aucune modification se mettre en place pendant que tu édites. Par contre, elles se mettront en place dès que tu lances la session de jeu. Là, on a 3 choses. Qu'est-ce que c'est? Le begin play, c'est vraiment ce que je viens de dire, à savoir le tout début de la session de jeu. Pour te balader dans l'event graph, tu peux maintenir le clic droit pour te déplacer et la molette pour zoomer, dézoomer, ou alors, comme on avait dans le viewport, Alt et clic droit et reculer. On va créer notre premier node. Pour ça, donc, on va prendre l'event begin play et on va tirer ici et ça nous dit place a new node. On lâche et on va taper print string. Ce node, il va permettre en fait d'afficher des textes. Donc là, on a, dans notre logique, au lancement de la session, on a le texte hello qui va s'afficher. On compile, on sauvegarde, CTRL S, et on va cliquer sur lancer la session. Tout à l'heure, on a toujours lancé la session en appuyant sur play, et ça nous l'a lancé dans le viewport. Là, on va passer dans un autre mode qui est le New Editor Windows. Ça permet simplement de lancer une fenêtre détachée plutôt que de jouer dans le viewport. On clique. Et là, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que notre acteur, bien qu'on l'ait créé dans nos dossiers, dans notre content drawer, il n'existe pas du tout dans le monde. Donc en fait, à la session de jeu, lui, il n'existe pas. Donc pour que ça fonctionne, il faut simplement qu'on dépose notre cube dans le monde. Il ressemble complètement aux autres cubes, sauf que c'est un blueprint qu'on a créé. Là, on voit, tu vois, là, on ne peut rien faire, rien éditer. Là, c'est bien notre blueprint. Si cette fois, j'appuie sur Play, on a bien Hello qui s'est affiché en haut à gauche de l'écran. Ok, maintenant, on va continuer la logique. On a écrit Hello, et j'ai envie d'écrire autre chose. On va, par exemple, d'ici, faire un delay. Un délai, qu'est-ce que c'est? C'est un retard. Retard en anglais, ça se dit delay. On va faire le node qui s'appelle delay. On va attendre 2 secondes. Et on va faire un nouveau print string. Et cette fois, on va mettre world. Je compile. Je relance la session de jeu. On a hello qui s'affiche. 2 secondes. World qui s'affiche. Donc, ça fonctionne très bien. On va faire quelque chose d'un peu plus visuel maintenant. Comme tu le sais, notre static mesh, comme on l'a vu tout à l'heure dans le monde, il a une position, une rotation et un scale. Nous, on va par exemple modifier la rotation
de notre objet. Donc je vais supprimer par exemple le world, je vais cliquer sur le static mesh, je reste appuyé, je lâche, et là tu vois que notre static mesh, donc notre cube, est apparu ici. Ça, c'est la représentation en node de ce qu'est notre static mesh et tout ce qu'il représente. Ça veut dire que tout ce qui est ici, on peut aller le chercher via ce petit node ici. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on modifie la rotation de notre static mesh. Donc on va tirer un node, on va taper rotation, et on a plein de choses disponibles, et on va prendre par exemple le Set World Rotation. Il a compris, étant donné que c'était le seul mesh qui était disponible, il l'a connecté et on a maintenant un doublon. C'est pas grave, on en prend un, on le supprime, on le remonte ici, on le connecte, et on va mettre une valeur par exemple de 45 degrés, 45 degrés et 45 degrés. Donc ça veut dire que on va avoir la session de jeu qui se lance, Hello qui va s'imprimer tout de suite en haut de l'écran, et après 2 secondes, notre cube va changer sa rotation pour se mettre à 45, 45, 45. On compile, on sauvegarde, on appuie sur Play. On a bien Hello qui s'est affiché et notre cube qui a changé à 45, 45, 45. Maintenant, on va faire de la rotation, mais en utilisant le tick. Le tick, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui, là où le begin play s'affiche, le begin play, c'est au lancement de la session. Le tick, lui, c'est à chaque image par seconde. Par exemple, si je prends ici, que je déconnecte en appuyant sur Alt-clic, et qu'à la place, je branche le tick ici, et que je le déconnecte, tu vas voir la différence, on compile. Si j'appuie là, maintenant sur Play, tu vois qu'on a Hello qui s'affiche plein de fois, parce qu'en fait, la commande est appelée à chaque image. Tick, c'est vraiment les images par seconde qui défilent. On peut profiter de ça, par exemple, en ajoutant une rotation à notre objet. On va ajouter une très légère rotation à chaque image par seconde. Comment on fait ça? On va, par exemple, supprimer tout ce qu'on avait ici. On va reglisser à nouveau notre static mesh. On va taper rotation. Mais cette fois, au lieu de set notre rotation, qui veut dire lui fixer une rotation définie, on va faire add. Ça veut dire qu'on va lui ajouter de la rotation. C'est additif. On connecte. Et on va mettre une valeur assez faible, par exemple, 1 degré, 1 degré et 1 degré. Je compile. J'appuie sur Play. Et là, tu vois que maintenant, on a notre cube qui tourne. À chaque image par seconde, on lui applique une rotation de 1 degré sur les 3 axes. Si j'augmente ce chiffre, par exemple, à 5, 5 et 5, il se met à tourner plus vite. Et on peut faire une combinaison de plusieurs choses. Là, on va par exemple reprendre le begin play, donc qui est le lancement de la session. On va reprendre notre static mesh, et on va par exemple changer son matériau. Donc, le matériau de base, il est vert. On va au begin play, attendre, donc lancer un délai de 2 secondes. Et après 2 secondes, on va set le matériau. S'il y a 2 mots qu'il faut retenir dans Unreal qui sont importants, c'est le get qui permet d'obtenir quelque chose et le set qui permet de fixer quelque chose. Nous, on va set material. Ça nous permet, en gros, d'accéder à cette case ici. Comme tu vois, regarde, élément 0, élément 0. Donc en fait, ce node va nous permettre de changer
une fois que la session de jeu est démarrée, le material est de mettre celui qu'on veut. Donc on va faire, par exemple, on connecte bien les nodes, on va sélectionner ici le m_red qu'on a fait tout à l'heure. Donc au bout de 2 secondes, le cube va devenir rouge. On va maintenir clic gauche et sélectionner comme ça les deux nodes. On fait CTRL-C, CTRL-V. On les décale ici. On reconnecte. Et à nouveau, 2 secondes après, on va changer le material en blue. Donc là, la logique, au begin play, on démarre avec un static mesh vert. Il va passer en red et ensuite en blue, le tout en étant en train de tourner. On appuie sur play. Il devient rouge, il devient bleu, et le tout en train de tourner. On peut même visualiser exactement ce qui se passe au niveau des nodes. Si tu vois ici, il y a un truc avec marqué No Debug Object Selected. Nous, on va cliquer sur notre first blueprint. C'est le blueprint dans lequel on se trouve actuellement. On clique là. Tu vas voir l'exécution qui se met en place. Tu vois, on a bien le tick qui est lancé non-stop. Il est constamment en train d'envoyer des requêtes et des requêtes au world rotation. C'est pour ça qu'on tourne non-stop. Et si tu regardes attentivement, on a bien le begin play qui démarre. Après 2 secondes, ça s'active. Après 2 secondes, celui-ci s'active. On a bien eu ce bloc-là, puis ce bloc-là, puis ce bloc-là. C'est exactement ce qui s'est passé dans notre scène, mais on peut le visualiser au niveau des nodes. De la même manière, on peut, comme on a changé le materials, changer aussi le static mesh. Si je prends ici le static mesh que je fais copier-coller ou que je drop ici, c'est la même chose. On peut faire, au lieu de set material, on peut faire set static mesh. Donc là, la valeur à laquelle on accède, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. On est actuellement un cube. Moi, je veux que quand on passe en bleu, on devienne une sphère. Donc on va prendre par exemple Arcade Editor Sphere. Je lance la session. On est rouge. Quand on devient bleu, on devient une sphère. Et on peut faire ça avec absolument tout. En fait, ici, vraiment, dans l'Event Graph, on peut avoir un contrôle total sur ce qu'on veut faire. C'est là que les blueprints sont super puissants. Là, c'est un petit exercice très simple, mais tu peux modifier des choses extrêmement complexes et poussées. La logique restera la même. Pour te démontrer ça, on va retourner dans le Content Drawer et on va aller chercher la map du third person qu'on avait tout à l'heure. On sauvegarde notre blueprint, on ouvre, donc si j'appuie sur Play, on a bien de nouveau notre personnage qui est là. Et nous, on va aller chercher notre personnage, donc qui se trouve dans Content, Third Person, Blueprint et BP Third Person Character. On l'ouvre, et là tu vois que du coup, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus complet. Il y a déjà des nodes de connectés, tout ça c'est des nodes qui concernent le mouvement. On est sur une classe caractère. Si tu te rappelles bien, on est donc sur quelque chose qui est ici donc un caractère qui hérite du pawn, qui hérite de l'acteur. Donc l'acteur, c'était par exemple notre cube. Le pawn, c'est par exemple notre cube à qui on aurait ajouté les contrôles, donc ça veut dire qu'on peut le posséder. Et le caractère, il possède encore des choses par-dessus qui ont été ajoutées, comme par exemple la capacité de sauter, de marcher, de s'accroupir, etc. Et nous, notre personnage ici, il descend de la classe caractère. Donc tu vois par exemple que dans la classe caractère, on a ici plusieurs éléments. Nous, on avait tout à l'heure qu'un static mesh ici, qui était notre cube. Là, il y a plusieurs choses. On a une capsule component. C'est plus ou moins la capsule qui lui permet de faire les collisions, dans laquelle il est contenu. Le arrow component, qui est simplement une petite flèche qui pointe vers l'avant, pour qu'on sache où se trouve l'avant. Le mesh, qui n'est pas un static mesh, mais un skeletal mesh. C'est simplement un mesh qui peut avoir un squelette, et donc être animé. Et ici, on a une caméra et ce qui s'appelle un caméra boom, c'est un spring arm, c'est, on va dire, un ressort qui permet de tenir la caméra.
Mais concrètement, si on va ici, dans l'Event Graph, on peut faire un clic droit Begin Play. Donc c'est exactement le Begin Play qu'on avait, nous, sur le cube. Simplement que là, on est dans un blueprint un peu plus complexe. Mais on peut, là aussi, si tu suis la logique, prendre le mesh, faire un set material après un délai. Donc on va dire, au bout de 5 secondes, tu vas me changer le material, du coup, de notre personnage qui se trouve ici. Là, tu vois qu'on en a deux, parce que le personnage est constitué de deux matériaux différents. C'est pas grave, on voit qu'il y en a un qui est élément 0 et élément 1. On va prendre par exemple l'élément 0 et on va lui appliquer notre mRed. Donc là, la logique est la même que pour notre cube. On démarre la session de jeu. Au bout de 5 secondes, on change le matériel de notre personnage en rouge. J'appuie, je joue. Au bout de 5 secondes, on a un des deux matériaux, donc celui qui se trouve dans le slot 0, qui a changé en rouge, exactement comme notre cube tout à l'heure. Mais au-delà de ça, rien n'a changé, tout est pareil, et j'ai toujours mon personnage avec lequel je peux courir, sauter et me balader dans le monde. Et cette logique, on peut l'appliquer vraiment à tous les éléments qui existent dans le moteur. Là, on va prendre, par exemple, le fil qui tient la caméra. Tu vois que ici, il se trouve à une distance, target arm length, donc longueur du bras, il se trouve à 400. Ok, 400, c'est sa distance de base. On va dire, tu nous changes la couleur après 5 secondes, et après 2 secondes, et 2 secondes ensuite, après ça, donc, tu vas changer cette valeur, donc target arm length, et on va essayer de la set, donc on fait set target arm length, celle-ci, et tu vois que là, on va pouvoir entrer une valeur. Sa valeur de base est à 400, et nous, on va mettre par exemple 600. Allez, 750, comme ça, on va s'éloigner. On lance la session. Notre perso bouge. Au bout de 5 secondes, on a ses bras et sa tête qui deviennent rouges, et on a bien la caméra qui a reculé ensuite. On fait des choses extrêmement simples, mais tu vois, genre c'est juste le fonctionnement d'Unreal est comme ça. On peut obtenir des informations, obtenir des références à des objets, et ensuite les modifier. Tout ce qui se trouve dans leur panneau de détail est modifiable par la suite, dans le visual scripting qu'on a ici. Et donc par exemple, les choses que tu vois ici, c'est un node aussi, là c'est les nodes qui permettent notamment au perso de sauter. Tu vois, on a par exemple le bouton Jump, nous permet de lancer un node Jump. Là, c'est les déplacements qu'on a vus tout à l'heure dans les tools, ça permet d'activer un node de déplacement. La logique est exactement la même que pour notre cube, juste on est sur des nodes un peu plus compliqués. Et on arrive à la fin de ce premier tuto d'introduction à Unreal Engine. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à rejoindre le Discord, à t'abonner si ça t'a plu. Tu peux checker aussi ma chaîne principale où je poste les jeux que je fais. La prochaine vidéo, ce sera, je pense, une introduction plus poussée sur les blueprints, où là, on fera vraiment des choses qui sont intéressantes et pas simplement changer la couleur d'un objet ou le faire tourner. On essaiera de faire des trucs vraiment sympas où il y a vraiment de l'interaction. Et on va monter comme ça en difficulté jusqu'à aborder des blueprints de plus en plus complexes. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, un abonnement, et je vous dis à plus tard. Ciao!